Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines, dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Yves-Alexandre Chouala, Patrice Bigot MBE accent aigu logo et Delmas TSAF ACK, dire le Cameroun et les grandes puissances. Trajectoire et dynamique de coopération, 2022. Jean-Christophe TSHIMPAKABODUMBU, le numérique et l'enseignement en rez-de-chaussée, appropriation des artefacts numériques par les enseignants 2022. Axel Presnel AVERROES Achour KORONDO, l'échec du contrat social et le constat du chaos centrafricain, 2022. Laurent Fallet LWANGA, Histoire de l'éducation en Afrique subsaharienne. Cas de la rez-de-chaussée, 2022. Jean-Paul Béza LGA, Le sens de la dot en pays tout pourri, 2022. Mohamed Arakat, dire Géopolitique et géoéconomie marocaine en Afrique, 2022. Sous la direction de Moussa II et Christian Théophile Obama Bellinga, Voix de communication et espace culturel en Afrique noire, hommage à Philippe Blaise Essomba, 2022. Gilbert Nguema ENDAMN2 et Céline BILOGHEKOUACHE, La désillusion de l'école en milieu populaire au Gabon. Uniformisation ou diversification représentationnelle, 2022. Patrick Kabou, Le droit de la guerre dans les religions et traditions d'Afrique noire, 2021. Monseigneur Léonard KASANDALUMEMBU, La sorcellerie chez les Balouba du Kasaï, rez-de-chaussée, 2021. Boubacar Niang, le gouverneur Faidherbe à Saint-Louis et au Sénégal, 1854 à 1863-1865. Mythe et réalité dans l'œuvre du précurseur de la colonisation française en Afrique occidentale, 2021. Debo MUNAYENO Muvova et Didier PIDIKAMUKAWA, Covid-19 au Congo-Kinshasa, Représentation sociale et gestion publique au cœur d'une crise sanitaire, 2021. Safiatou Diallo, Politique de santé en Guinée, de la colonisation au début du XXIe siècle, 2021. Gaptia LAWANKATIELLOU, Vieri TARCHIANI et Maurizio Tiepolo, dire Risques et adaptation climatique dans la région de Dosso au Niger, 2021. Remerciements. Les contributions de cet ouvrage sont issues d'un appel à candidature diffusé sur Internet en fin 2020 sur plusieurs plateformes telles que calenda.org et la Société française des sciences de l'information et de la communication. À l'issue de cet appel, au moins une quinzaine de résumés ont été reçus et transmis aux membres du comité scientifique qu'il y a lieu de remercier pour leur disponibilité malgré leurs obligations. Plusieurs facteurs et obstacles dont la pandémie de la Covid-19 ont ralenti le processus qui devrait permettre la publication de cet ouvrage au cours de l'année 2021. Nous remercions donc les auteurs qui ont bien voulu apporter leur contribution à ce chantier collectif, tout en restant très patients. Nos remerciements vont également aux membres du comité scientifique pour leurs précieuses évaluations et orientations. Nous tenons particulièrement à remercier le professeur Bertrand Capdoche qui a rédigé la préface de cet ouvrage, contribuant ainsi à lui donner une empreinte scientifique. Il nous a également prodigué des conseils précieux, en tant que guide avisé de questions transversales en sciences de l'information et de la communication. Enfin, nous remercions l'équipe de l'Harmattan pour leur patience et leur perspicacité dans le cadre du travail pour cette publication. Avertissement. Ce que les GAFAM font aux médias est un parti pris. Cet ouvrage aborde les problématiques des relations complexes qu'entretiennent les médias, leur public, les dispositifs qui les accompagnent et les plateformes numériques qui sont devenues plus que de simples intermédiaires entre les deux précédents acteurs. Différentes approches, thématiques, terminologies sont usitées par les contributeurs. Cette hétérogénéité des approches est à la fois sa force et sa faiblesse.
De la convocation de la théorie fonctionnaliste des effets, avec une touche moderne et technologisée consacrée par le terme influenceur, à la référence à des journalistes et médias critiques qui adoptent un positionnement parfois populiste avec des positions contre HE moniques assumées, en passant par la communication politique en période électorale et la possibilité d'une influence par les recommandations et les prescriptions, les contributions peuvent donner impression de ne pas tenir compte de la complexité des situations, contextes et interrelations qui peuvent intervenir entre le logo et la praxis. Si les termes influence, effet, impact appellent à la prudence en sciences de l'information et de la communication, il peut être admis la possibilité que ces contenus puissent jouer un rôle parfois important dans la construction des opinions et la mise en pratique d'idées. Dans une autre perspective, le traitement de cette question par le truchement de la trinité politique-finance-média, ou encore via la régulation et la réglementation de l'État est assez révélateur de sa multidimensionnalité. L'objectif central est d'aborder les problématiques liées au rapport entre les médias et les plateformes numériques, à travers toutes les entrées possibles, et avec une ouverture à la différence de positionnement théorique. La perspective d'aborder cette thématique avec des regards de chercheurs typiquement africains, et avec une certaine exigence pour l'empirisme dès la publication de l'appel à communication, traduit une volonté de démêler les écheveaux d'ordre socio-technique, économique, éditorial qui lient les médias aux plateformes numériques. Cet ouvrage traite donc de la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux numériques par des acteurs qui remettent en cause la figure des gatekeepers traditionnels, des rapports à la fois complexes et multiformes qui lient les plateformes numériques aux médias, et des difficultés éprouvées par les acteurs nationaux à les encadrer malgré de nouvelles législations sur les médias numériques. Préface, la fin des modes de consommation up-down de l'information ? Il fut un temps pas si lointain où les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, pouvaient être considérés comme des acteurs totalement extérieurs à l'Afrique. Leur irruption sur le continent pouvait symboliser pour les uns l'ouverture de l'Afrique à la numérisation et l'entrée dans la société de l'information, susceptible par ses promesses de dissoudre enfin la fracture numérique, pour les autres, une réactivation de la représentation des firmes transnationales en tant que sorcières de l'économie. Ce que les GAFAM font aux médias témoigne déjà d'un premier constat. Même si les sièges de ces plateformes sont identifiés hors du continent et même si leurs profits exponentiels profitent principalement à leurs fondateurs principalement états-uniens en termes de monétarisation des données, les problématiques que l'emprise croissante de ces géants du web autorise dans le monde sont aujourd'hui partie intégrante des enjeux contemporains des pays de la zone francophone de l'Afrique, considérée dans le présent ouvrage coordonné par El Hadji Malik Ndiaye, Maghreb, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Comme ailleurs, les premiers réflexes des acteurs nationaux dominants sur le continent, éditeurs des filières de l'information et de l'audiovisuel et gouvernants, se sont d'abord montrés réticents face au développement du numérique, inquiets de la concurrence débridée en termes de la captation de la ressource publicitaire pour les premiers et de la politisation d'Internet par les entrepreneurs de cause pour les seconds. La bouderie des nouveaux dispositifs de publicisation de l'information a d'abord prévalu chez les décideurs indigènes, au moins jusqu'à ce que les potentialités de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication se révèlent aussi à leur avantage, au fur et à mesure que les élites nationales, économiques, politiques, médiatiques, en ont accaparé la maîtrise. Cette évolution des pratiques s'est ainsi présentée comme la meilleure critique performative des croyances technodéterministes, qui avaient pu désigner ces dispositifs techniques de l'information et de la communication en tant que porteurs par définition du changement social, alors qu'ils peuvent aussi consolider le conformisme et les pouvoirs en place, voire autoriser la réaction. Sans doute, en certains lieux, les réseaux sociaux ont pu contribuer à améliorer la transparence des processus électoraux, au Sénégal, au Togo, au Burkina Faso, au Cameroun. Mais s'il en était encore besoin, la contribution dans le présent ouvrage du travail d'Akwasi Clarisse Léocadie-Toit rappelle avec justesse à partir de l'exemple de la Côte d'Ivoire qu'avec la ressource augmentée du numérique, le déroulement de ces élections ne fait pas l'économie des tensions auxquelles la vie d'avant nous avait déjà habitués. Aucun dispositif technique, par exemple la plateforme Facebook sur laquelle se reconstituent les groupes partisans,
et aucun dispositif juridique, par exemple la définition des apostrophes. Un cadre répressif national contre la cybercriminalité n'exempte la vie politique et sociale de la violence des rapports de force et de la crispation des volontés HE-GE-monique qui la caractérisent. Ce que les GAFAM font aux médias constitue ainsi un questionnement salutaire d'un espace public, qui se serait ainsi révélé autonome en soi, par la seule magie des nouveaux supports d'information. Les enquêtes conduites par Moussa Diop et Mamadou Ndiaye depuis le Sénégal le révèlent pourtant, fantasmé dans ses potentialités de réinformation d'Internet pour des publics amateurs par ailleurs désabusés vis-à-vis du journalisme classique. De leur côté, les professionnels de l'information reconnaissent désormais les opportunités que leur ouvre Internet aujourd'hui, que ce soit en termes de rapidité de collecte de l'information, de diversification de sa diffusion ou d'accès au public. Les espoirs déçus de libéralisation de l'information qu'avaient fait naître les années 90 sur le continent avaient quelque peu déstabilisé les représentations d'un journalisme africain, éthiquement abîmé dans des pratiques douteuses par rapport à ses fonctions éducatives, techniquement dépassé par l'internetisation des consultations informationnelles des publics et financièrement orphelin d'un modèle d'affaires susceptible de lui assurer un minimum de viabilité économique. Conscients de ce relatif effacement, les professionnels de l'information tentent aujourd'hui de retrouver légitimité sur le net, investis en tant que source réductrice de l'incertitude et potentielle pérennité de leur support. Les applications Facebook s'offrent ainsi comme des ressources de rencontres de publics infidèles, symboliques du développement de l'infomédiation portée par les moteurs de recherche, les réseaux sociaux numériques et les terminaux mobiles. L'exemple de YouTube, traité par Sokna Fatou Seksar depuis le Sénégal et Nzeza Bunketi Buzribio depuis le Congo, est symbolique de la recherche tacticienne éperdue de ces opportunités de niche, pour un journalisme de télévision progressivement conquis au fur et à mesure de la progression de la concurrence offensive des portails nationaux et de l'explosion des supports de consommation de l'information par les publics. Le constat n'est pas anodin. Précisément, les auteurs comme David Bollier rappellent combien aujourd'hui, les données, les connaissances, les savoirs, les créations culturelles, comme les outils de traitement de ceux-ci constituent des biens communs informationnels. L'expression désigne ainsi des biens publics considérés comme fondamentaux, ce qui, de ce fait, les inscrit dans la perspective d'un mode de propriété partagée et de gestion collective des ressources. El Hadji Malick Ndiaye précise les enjeux, traitant de la situation pour le Sénégal, pour ce qui concerne la présence des éditeurs de sites web d'information sénégalais sur les plateformes numériques, que ceux-ci se présentent smaller ou larger publishers. Ces plateformes numériques sont en effet devenues dominantes aujourd'hui dans le rapport à l'information, au moins pour les jeunes générations. En y recourant, les éditeurs indépendants et la presse locale entendent bien désormais profiter des opportunités ainsi ouvertes, d'abord pour parer le risque d'invisibilité, sans aucune garantie en ce sens, auquel les nouveaux usages des technologies d'information et de communication, comme les concurrences des Users-Generated Content distribués gratuitement sur ces mêmes plateformes numériques, les exposent. Le pouvoir politique peut même y pousser les médias classiques comme en Algérie, pour desserrer l'étau de la pression citoyenne, quand ces médias classiques ont été jusque-là pointés du doigt comme médias de la honte, pour avoir tué les colères populaires comme le rappelle Rima Riwibi. Il y a 25 ans, le chercheur algérien Lofti Madani avait ainsi créé le concept d'extranéité pour désigner ces médias alignés sur le pouvoir politique, et dont le contenu ne correspondait pas à l'image que les populations se faisaient d'elles-mêmes. L'interrogation se déplace alors quant à la volonté participative réelle, autorisée par les dispositifs numériques avec la fin annoncée d'un mode de consommation up-down de l'information. Car l'hypothèse d'une illusion interactive, conceptualisée par Anna Maria Johnson et Henry Kornebring et que rappelle El Hadji Malick, est déjà questionnée depuis plusieurs décennies. Elle renvoie à cette démocratie événementielle, que nous avons nous-mêmes pointée après Isabelle Payard, quand l'événement vanté par les acteurs se focalise moins sur l'interactivité du contenu que d'une part, sur l'adhésion aux dispositifs techniques d'échange numérique, paraît en soi des valeurs de modernité, de transparence et de participation, et d'autre part sur la visibilité de ces acteurs locaux sans plus de contextualisation sociale. La question se pose aussitôt de l'autonomie des écritures journalistiques,
même si les médias numériques gardent pour une part leur pouvoir de modération des contenus, pour ne pas abandonner totalement la gestion de leur image sur les plateformes. Car en définissant les formats et les périmètres de diffusion, voire en conseillant les journalistes, les plateformes numériques se disposent en tant qu'architectes de la visibilité. Les éditeurs espèrent s'y inscrire dans une relation équilibrée de coopétition, à laquelle peuvent effectivement prétendre les médias les plus connus. Mais le questionnement devient sensible pour les autres, économiquement beaucoup plus fragiles, en particulier sur le terrain de la rémunération des contenus ainsi mis à disposition des publics. Car le modèle du courtage impulsé par les GAFAM voit ces géants du web imposer leur logique d'audience, de format, de publicité, de monétisation, donc de rémunération de l'information, sans avoir même à la produire. Cette évolution correspond bien à l'une des caractéristiques du capitalisme contemporain, dont Karl Polanyi avait formalisé le principe dès 1944. Les processus contemporains de création de la valeur s'organisent de plus en plus autour de marchandises fictives. Hier, ce furent d'abord le travail, la propriété foncière et le travail. Aujourd'hui, les données informationnelles, y compris personnelles, entrent dans cette logique. Lorsque la fourniture des applications mobiles ouvrant l'accès au contenu consolide la domination des géants du web comme Google, Twitter ou TikTok, lorsque parallèlement les plateformes numériques domestiquent la publicité, les médias classiques perdent la maîtrise d'une part importante de la valeur générée par les biens et services ainsi générés et, partant, des modalités de leur rémunération que par exemple, les télévisions escomptent en disposant leurs vidéos sur YouTube. Au-delà de la monétarisation et de sa confiscation par une minorité d'acteurs de plus en plus puissants, le questionnement de la régulation publique s'élargit à l'extraction des données personnelles, exponentielle pour des GAFAM soucieux de conserver leur leadership, avec le recours aux outils du tracking. La menace se présente aujourd'hui doublement, eu égard au relatif vide juridique qui entoure les pratiques des géants du web. D'abord dans le volume exponentiel de la dépossession des données par le capitalisme de surveillance, pour reprendre la formule de Shoshana Zuboff à laquelle Honoré Cailly fait rapidement allusion, puis dans le déplacement de la valeur accordée non plus aux besoins réels des populations autour desquelles les médias classiques ont construit leur légitimité sociale, mais aux données comportementales, un impératif de prédiction s'ajoutant désormais à l'impératif d'extraction de données de plus en variées, système sanguin, conversation, trajet, loisirs, habitat, voire de plus en plus intime, humeur, émotion, fragilité. La puissance publique est ainsi à nouveau sollicitée pour tenter une régulation autoritaire de ces pratiques, relevant du capitalisme de surveillance. Le pouvoir algérien se voit bien dans ce rôle, qui, à l'instar de la Russie, voit les géants du net, GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, en concurrent direct de l'action publique, ou à l'instar de la Chine, considère les oligopoles numériques en situation d'abus de position dominante, comme Xi Jinping à l'encontre des BAXT, Baidu, Alibaba, Xiaomi, Tencent, par rapport au modèle de prospérité commune. Alors repliée sur une même volonté de patriotisme économique et social, la régulation se dispose comme un alignement d'interdits, fixé par un État qui ne rechigne pas parallèlement à profiter à son profit de la culture de surveillance initiée par les GAFAM, au nom de la lutte contre les fake news, les théories complotistes et autres comportements délinquants. Mais dans les États plus faibles de l'Afrique, la régulation par l'action publique se présente comme une course contre la montre tant l'appétit s'est emparé des GAFAM sur le continent. À la recherche de nouveaux marchés pour étendre leur puissance numérique, ces opérateurs relèvent eux-mêmes combien l'Afrique, terre de promesses numériques, se distingue en tant que continent précurseur d'usages innovants, plutôt que suiveur dans un secteur en perpétuelle évolution. Comme ailleurs, les cabinets conseils proclament la high-tech en tant que dispositif idéal pour révolutionner les modes de vie. Pour autant, le risque de captation de la valeur et de la compétence est réel, derrière les stratégies de soft power engagées par les majors étrangers du numérique. Amazon n'en est encore qu'au stade de l'observation, tandis que l'ensemble des GAFAM avancent leurs pions en Afrique. Offre d'accès gratuit à Internet par Facebook, via le service baptisé Free Basics et lancement dans la Yabekon Valley nigériane de l'incubateur NG-Baab en vue d'y bâtir une communauté tech, grâce à la formation de 50 000 entrepreneurs et développeurs de logiciels,
proposition de bourse doctorale par Google pour former les talents locaux au métier du numérique, ouverture des apostrophes. Un centre de recherche en intelligence artificielle à Accra, au Ghana, fourniture de la technologie Microsoft à la quasi-totalité des gouvernements africains, etc. Derrière ces offensives de charme, les critiques se déploient parfois radicales. Lauréat de la médaille Fields 2010, devenu ministre français du gouvernement Macron, le mathématicien français Cédric Villani ne s'encombre pas des pudeurs du langage diplomatique pour qualifier la démarche de « haine-accent-aigu-colonial ». Vous exploitez une ressource locale en mettant en place un système qui attire la valeur ajoutée vers votre économie. Cela s'appelle une cybercolonisation. La critique rejoint celle de chercheurs indiens contre le colonialisme numérique et l'économie rentière d'Internet. Ainsi, pour Prabir Purkayastha et Rishabh Belay, l'offensive du capitalisme mondial contemporain correspond en fait à un nouvel impérialisme, face auquel les régulations des États ne consacrent au mieux qu'un changement cosmétique. En réaction, les États africains ne témoignent pas de la même volonté pour opposer une régulation plus élargie que celle de leurs propres instances nationales. Certains d'entre eux ont carrément renoncé à exercer tout droit souverain en matière de régulation des GAFAM. Alors que les questions liées à l'intelligence économique renvoient systématiquement aux fonctions régaliennes de l'État pour ce qui est de la sûreté, dans la plupart des pays africains de l'espace francophone, il n'existe pas de réelle stratégie de gestion des données. D'autres s'emploient d'abord à résoudre les chevauchements de compétences entre instances de régulation publique concurrentes, déjà sur leur seul territoire national. Quoi qu'il en soit, offrir une réelle résistance suppose déjà des autorités de régulation éprouvées, dont Napo Munkaila Niagne et Napo Kondi Sonnet jugent les modalités de fonctionnement encore embryonnaires sur ce terrain depuis le Togo. En Côte d'Ivoire où une nouvelle loi institue depuis 2017 une régulation des médias avec contrôle a priori, Philippe Ibitowa et Waliyou Karimu montrent la difficulté de la tâche quand Internet se présente comme un réseau constitué d'une multitude de réseaux informatiques de dimension locale, nationale et régionale, voire continentale, reliés les uns aux autres. L'ANP, nouveau gendarme de la presse écrite, ne s'intéresse finalement qu'aux sites d'information légalement déclarés et dont la ligne générale porte sur la politique. Seulement armée d'une vingtaine d'agents de régulation, l'instance laisse vacante cette régulation pour les médias qui diffusent sur Facebook. De manière plus générale sur le continent, l'indépendance de ces organes de régulation est encore peu acceptée des gouvernements, ce dont témoigne la composition politique partisane de ces instances, leur manque d'autonomie budgétaire, la révocabilité de leurs membres. Ces fragilités constituent de réels handicaps déjà pour réguler une presse numérique qui, sans projet éditorial et parfois même sans traitement journalistique, témoigne de nombreuses dérives par rapport à la déontologie, renforçant de ce fait la consultation préférentielle par les publics des grandes plateformes d'information et des GAFAM. S'agissant de ces dernières contre le fractionnement des réponses publiques, des voix se regroupent pourtant. Ainsi, lors de la conférence mondiale sur les télécommunications en 2012, plusieurs pays émergents dont la Chine, la Russie et les Émirats arabes unis, tentent déjà, sans succès, d'imposer le transfert de la gouvernance d'Internet depuis les États-Unis vers le contrôle exclusif des gouvernements. Depuis cette date, l'Union européenne montre l'intérêt du regroupement entre États, par exemple à partir du Règlement général pour la protection des données voté par le Parlement européen en 2016 et la notification d'une amende record de 4,3 milliards d'euros d'amende contre Google pour pratiques anticoncurrentielles. Mais dans le contexte africain, la régionalisation de la régulation étatique s'avère problématique. Dans une Afrique où seulement une trentaine de pays, principalement francophones, sur 55 disposent d'une législation sur la protection des données et où cette question ne fait pas encore véritablement sens au sein de l'ensemble des populations, les réseaux contrôleurs sont encore bien fragiles. Des textes ont bien été adoptés au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, mais l'application en est différente selon les cadres juridiques nationaux. Les réseaux tels que le réseau francophone des régulateurs des médias, REFRAM, le réseau des instances africaines de régulation de la communication, RIARC,
où la plateforme des régulateurs de l'UEMOA et de la Guinée constitue seulement des cadres d'échange et de partage entre régulateurs, sans être réellement porteurs de règles qui s'appliqueraient impérativement aux États qui les entérinent. Comme El Hadji Malik Ndiaye l'a déjà relevé, il s'agit plutôt de réseaux d'entraide, de partage des connaissances et de compétences. Pour reconstruire véritablement l'alternative des démarches de production numérique autoritative, également entreprise par des journalistes indépendants sans médiation extérieure, évoquée par Rima Riwibi, sont entreprises qui visent à ce que les liens oppositionnels sectoriels s'étendent à l'horizon universaliste de la communauté des citoyens. Contre les clercs de tous bords et autres régulations autoritaires, une autre forme de publication se profile ainsi, qui rejette à la fois tout mode de consommation up-down de l'information et toute forme de régulation. Non sans risque. Car c'est au nom de la liberté des expressions, du rejet de l'État russe et du combat pour une Russie numérique moderne contre les vieilles élites, que Pavel Dourov crée la plateforme libertaire Telegram. Désormais pilotée depuis Dubaï, le Darknet accueille tous les échanges d'informations et messages possibles par refus de la censure et de toute réglementation publique. Contre toute requête étatique et juridique, son offre garantit la protection absolue de tout contenu et auteur, quel qu'il soit. Des néo-nazis et conspirationnistes germano-turcs Attila Hildmann ou états-uniens Coleman B, aux activistes pro-démocrates à Hong Kong, Téhéran et Minsk en passant par les activistes radicaux de l'ancien califat islamique instauré par l'ancien État islamique en Irak et au Levant, les coronasceptiques, les faussaires de passes sanitaires, les dealers en ligne et autres cybercriminels. L'ambiguïté de la référence à la liberté des expressions ainsi exacerbée jusqu'au paroxysme, pousse plus encore les États à agir. Dans la même confusion. La question reste donc entière des formes de régulation que les nouveaux pouvoirs de ces plateformes, surdimensionnées au niveau des géants du web, appellent. Quoi qu'il en soit, la proposition d'un journalisme citoyen n'est pas sans résonance. Elle participe d'un contexte général qui voit pareillement discuter la parole de gatekeeper de cet autre producteur d'informations qu'est le scientifique par des influenceurs de toute nature, au moment même où la nature des enjeux, par exemple sanitaires à la faveur d'une pandémie de Covid-19, imposerait des réponses unitaires et des comportements partagés en vue de la sortie de crise. Pour le journaliste comme pour l'expert, le modèle technocratique, qui accordait la part belle à la raison du clerc, et le modèle décisionniste, qui plaçait le politique en position de surplomb, cède progressivement la place à un modèle pragmatique, lequel tente aujourd'hui de reconfigurer de nouveaux équilibres entre les porteurs de discours publics, comme Jürgen Habermas en a déjà proposé l'analyse. Honoré Cailly depuis la Côte d'Ivoire montre ainsi comme en matière de santé, ce passage d'un two-step flow of communication à un multi-step flow correspond d'abord à une recherche éperdue de sens au sein des populations éprouvées, et de nouvelles formes de médiation. Bertrand Capdoche, professeur de sciences de l'information et de la communication, titulaire de la chaire UNESCO Communication Internationale, Université Grenoble-Alpes, président d'honneur du Réseau mondial des chaires UNESCO en communication. Partie 1. Les réseaux sociaux numériques, comme terrain d'amplification informationnelle et de transformation, de diffusion de l'information. Chapitre 1. Facebook et élections présidentielles en Côte d'Ivoire, enjeux politiques et éthiques. Akwasi Clarisse Léocadie Touat, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAAC Côte d'Ivoire. Mots-clés, Facebook, communication politique, violence politique, éthique, processus électoral. Résumé. Facebook s'impose comme l'une des principales sources d'information pour les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Cette étude problématise la médiatisation des élections à travers les pages Facebook des 3 différents partis politiques qui dominent l'échiquier politique ivoirien depuis 3 décennies. Cette recherche se présente comme une étude analytique des contenus relatifs aux élections présidentielles, des pages des politiques ivoiriens. L'étude s'inscrit dans une perspective interdisciplinaire et se sert de la méthode de l'analyse du discours pour expliquer comment les partis politiques ont mobilisé les imaginaires sociaux au fil de leur page Facebook pour convaincre le citoyen soit pour participer, soit pour boycotter les élections. Il va sans dire que cette plateforme a été un instrument aux mains des politiques, afin de faire passer leur mot d'ordre. Introduction.
En Côte d'Ivoire comme ailleurs en Afrique et dans le monde, l'essor des médias sociaux transforme profondément les interactions dans l'espace public. Devenus producteurs, commentateurs et diffuseurs de contenu, les citoyens disposent désormais de capacités inédites de s'informer, de communiquer, d'échanger et de s'organiser. La démocratisation des médias sociaux est portée par une adoption massive des terminaux mobiles et l'amélioration de l'extension des systèmes technologiques. Selon l'étude relative aux utilisateurs de l'Internet, du mobile et des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire en 2021, la population active sur Facebook est évaluée à 4,52 millions d'utilisateurs. Cette plateforme, Facebook, fait office de favorite car elle libère une aisance relative à créer des communautés et à fédérer autour de certains événements chez les internautes. À cet effet, les élections présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire constituent l'un des éléments qui ont été l'objet de cristallisation des passions sur les pages Facebook. La tenue des élections libres et justes est un indicateur de légitimité démocratique. Pourtant nombreuses sont les menaces qui pèsent sur la démocratie. Celles-ci sont devenues plus insidieuses à cause de la manipulation des procédures juridiques et constitutionnelles, conçues initialement pour protéger la démocratie contre les dérives arbitraires et abusives. La problématique de cette étude interpelle l'ambiguïté du rôle des réseaux sociaux. S'ils peuvent favoriser les échanges démocratiques lors des élections sur les questions sociales et politiques, ils constituent également l'un des outils pour influencer ou manipuler l'opinion publique et mettre à mal les principes démocratiques. La vulnérabilité de l'intégrité électorale dans le monde constitue un symptôme des processus d'érosion démocratique plus larges observés dans plusieurs pays. L'on assiste à la progression de la polarisation politique qui est un sentiment grandissant de méfiance entre concitoyens, mais aussi entre citoyens et institutions gouvernementales, attaques systématiques contre la presse et les médias indépendants, déclin des partis politiques en tant que véhicules légitimes de regroupement d'intérêts et enfin, un mécontentement croissant né du sentiment que les gouvernements démocratiques ne satisfont pas les besoins et les aspirations élémentaires des populations. En d'autres termes, avec le développement d'Internet et des réseaux sociaux, le public ivoirien dispose d'un canal pour communiquer et mobiliser autour de différents sujets liés à la gestion de la cité. Les exemples de propagation de rumeurs ou de fausses informations sont constatés sur les pages Facebook. Les échanges dans les principaux forums sont régulièrement pollués par des interventions dont le but est de propager du contenu politiquement orienté et créer la polémique. En un mot, ils polarisent le débat public et favorisent des échanges verbaux violents entre partis politiques pendant la période électorale. L'hypothèse générale formulée postule que l'usage des plateformes numériques, notamment Facebook par les entités politiques, joue un rôle dans la structuration du débat public lors des élections. Ce travail est une étude des pages Facebook relatives aux 3 grands partis politiques qui animent la scène politique ivoirienne depuis plus de 20 ans, et qui étaient pressentis pour participer aux élections présidentielles 2020 en Côte d'Ivoire. Ce sont le Rassemblement des Républicains RDR, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, le Front populaire ivoirien FPI. Qui sont les acteurs? Quel contenu ont-ils distillé? En d'autres termes, il s'agit de déterminer les rôles décisifs des cyberactivistes pendant les périodes pré- et post-électorales. Ont-ils contribué à semer la psychose et la violence? Ont-ils joué un rôle dans les événements qui ont causé des morts dans cette période? Pour répondre à ces préoccupations, nous avons opté pour une méthodologie empirique qui a pour fondement le constructivisme. Les travaux sont basés sur une étude qualitative. Elle a sa spécificité propre, ses règles, ses objectifs qu'elle recherche à atteindre en mettant l'accent sur les opinions des partis politiques concernant les élections présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, une démarche exploratoire est nécessaire pour une approche des analyses de données qualitatives. L'analyse doit être systématique pour dégager les thèmes, les concepts. Plusieurs théories existent dans la littérature méthodologique et offrent différentes méthodes d'analyse. Ainsi, parmi les moyens fondamentaux pour analyser les données qualitatives, le choix s'est porté sur l'analyse de discours. Le travail de collecte s'est fait à l'aide d'un guide d'entretien administré aux animateurs des pages Facebook des partis politiques, complété par le contenu de leurs pages et la documentation relative aux élections présidentielles de 2020. De ces données,
émane directement ou indirectement la compréhension du rôle des nouveaux médias vis-à-vis du public ivoirien, lors du processus électoral de la présidentielle, c'est-à-dire de la période préélectorale à la crise post-électorale jusqu'à la première rencontre entre l'opposition et le parti au pouvoir. Le corpus a été recueilli pendant la période se situant entre 6 août 2020 et 11 novembre 2020. Le 6 août marque l'annonce officielle de la candidature d'Alassane Ouattara, lors du discours à la veille de la commémoration de la fête de l'indépendance le 7 août 2020. Le 11 novembre est la date de la rencontre entre le président réélu Alassane Ouattara et le président du PDCI, figure de proue de l'opposition ivoirienne. Les pages Facebook retenues pour cette étude sont RHDP officiel pour le RHDP, Gbagbo ou Rien TV, Gor TV pour le FPI et Radio PDCI pour le PDCI. Il faut noter que ce travail s'inscrit dans le champ de la communication politique. Élucider les concepts inhérents à cette terminologie s'avère nécessaire pour une étude relative aux élections et à la violence. 1. L'approche conceptuelle et contexte sociopolitique des élections présidentielles. 1. Approche des concepts. Distinction entre communication politique et communication électorale. Il faut souligner que la communication politique est un objet d'étude difficile à saisir, parce qu'elle prend appui sur des concepts eux-mêmes déjà surchargés de sens. Gerstley 2004 page 12. Elle est située entre la communication de masse et la démocratie. Nadeau et Bastien 2003 page 164. Pour une clarté à ce sujet, nous adopterons la définition de Anne-Marie Gingras 2003 page 64 à 65. Selon elle, la communication politique réfère à la gestion du pouvoir fondée sur l'échange, ce qui concerne donc tous les différents types d'acteurs politiques, du simple citoyen au plus important personnage politique, sans oublier les acteurs économiques. La communication électorale est l'objet d'études classiques de la communication politique. Selon Frédéric Bastien et Richard Nadeau, 2003, pages 166 à 168, la communication électorale se distingue des activités de la communication politique en ayant pour but principal la maximisation d'appuis électoraux. Elle manifeste ainsi un plus haut taux d'activité politique, car c'est un moment où le degré d'attention des électeurs à la vie politique est très élevé. Nadeau et Bastien 2003 page 168. Jacques Gerstley et Raoul Magny-Berton ajoutent qu'une campagne électorale se compose de l'ensemble des actions mises en œuvre pour informer, propager des conceptions politiques, persuader des électeurs et de tous les efforts menés par des acteurs individuels ou collectifs en compétition pour désigner le titulaire d'une fonction élective. 2014 page 27. Selon ces auteurs, la campagne électorale produit une dynamique selon deux facteurs. D'une part, elle attire l'attention de l'électeur sur certains objets de l'actualité et d'autre part, elle réactive l'affiliation idéologique à un parti en général. Gerstley et Berton, 2014 page 31. Dans leur programme électoral qu'ils présentent aux électeurs, les partis politiques prennent ainsi position sur les enjeux politiques de premier plan et sur leur orientation idéologique. Gerstley et Berton, 2014 page 30. Par conséquent, il s'agit d'une dynamique caractérisée par un processus d'interaction entre des interprétations stratégiquement orientées de la situation politique destinées à en influencer la définition collective. Gerstley et Berton, 2014 page 30. Malgré tout, cette présentation du programme électoral n'est pas l'élément crucial pour le choix de vote des citoyens. Gerstley et Berton, 2014 page 30. La décision de voter pour un parti ou pour un autre découle plutôt d'un mélange entre le programme tel que présenté, l'interaction interpersonnelle et avec les médias, et la confrontation d'arguments qui en résultent. Plusieurs auteurs comme Pippa Norris 2000, Bernard Manin 1996, Jacques Gerstley et Raoul Magny-Berton 2014, ainsi que Frédéric Sébastien et Richard Nadeau 2003, ont classé l'évolution des campagnes électorales en trois phases qui se ressemblent approximativement. Nous nous appuyons ici sur Frédéric Bastien et Richard Nadeau 2003, car ils mettent en exergue l'impact d'Internet dans les campagnes contemporaines. Selon ces auteurs, la première période des campagnes électorales a lieu entre la Deuxième Guerre mondiale et les années 1960, Ibidem, page 169. Elle se caractérise par une confiance des électeurs envers les partis politiques. De plus, chaque parti possède un journal associé.
Les citoyens sont donc informés directement par le parti. En effet, l'information passe par les réunions avec les membres avant d'être publiée. À partir des années 1960 avec l'apparition de la télévision, il est possible de rejoindre la masse des citoyens. Ainsi, le public se trouve face à de multiples visions politiques opposées et dès lors l'exposition. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.